et merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir être avec vous pour vous parler des résultats de notre recherche. Donc moi, je vais vous parler plus spécifiquement d'une recherche qui a porté sur l'utilisation d'outils numériques auprès d'enfants avec autisme. Alors je vais faire un petit pas de côté parce qu'on ne s'est pas intéressé que à la communication et ça nous semble aussi intéressant de pouvoir vous présenter les résultats un peu plus largement, mais on fera évidemment un peu plus spécifique sur la communication. Alors rapidement, quelques mots de contexte. C'était une recherche de doctorat qui a été réalisée dans le cadre d'une bourse CIFRE, donc j'ai été supervisée par l'université d'Aix-Marseille avec Carole Tardif. Et ensuite, comme terrain de recherche, j'ai travaillé au sein de l'ADAPI des Pyrénées-Atlantiques, mais pas que, puisque l'idée c'était d'essayer de travailler avec un maximum de partenaires pour différentes raisons, principalement parce que l'idée aussi c'était d'avoir un échantillon le plus large possible, et donc pour ça on avait besoin d'être plusieurs autour de la table, et aussi parce qu'on était convaincus que c'était un sujet qui pouvait intéresser plein d'autres de nos partenaires. Donc, in fine, on a travaillé aussi avec l'ADAPI des Landes, l'ADAPI des Pyrénées et l'ADAPI des PEP des Landes. On a aussi travaillé donc, avec la société Autisme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire qui a pour mission de concevoir des solutions numériques qui sont adaptées pour des personnes qui ont des besoins spécifiques. Je vous passe très vite, mais évidemment, en amont de cette recherche, l'idée, ça a été de faire une évaluation un peu de tous les outils numériques qui existaient et de faire un choix sur l'outil sur lequel on allait travailler. On n'avait pas le temps de développer, mais donc du coup on a choisi de travailler avec Logiciel. Ils ont aussi joué le jeu en acceptant qu'on évalue l'efficacité de leurs outils, puisque les résultats pouvaient aller dans leur sens ou pas, donc c'était aussi intéressant que la startup joue le jeu de l'évaluation. Voilà, juste un petit visuel pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est intervenu. Donc au total dans 10 établissements et services, et globalement c'était dans des UMA, IME et CESAD. Je passe assez rapidement sur l'introduction et les éléments théoriques parce qu'il y a beaucoup d'apports théoriques qui ont été donnés aujourd'hui et hier. Et là, je me dis que peut-être que l'intérêt de ma présentation, ça va être plutôt de vous montrer le côté plutôt pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a utilisé ces outils, comment est-ce qu'on a travaillé avec les enfants et finalement ce qu'on a observé dans les effets bénéfiques ou certains inconvénients. La base quand même de notre réflexion théorique, ça a été de dire qu'on sait qu'il y a des particularités sensorielles dans le TSA, et il y a plusieurs modèles explicatifs qui présentent le TSA en indiquant que finalement ce sont ces désordres sensoriels qui sont à la base du fonctionnement et que de ces désordres découlent les difficultés de communication sociale et d'interaction qu'on observe dans le TSA. Il y a un modèle en particulier, je vous ai noté ici la référence si vous voulez aller lire plus en détail, qui dit en fait qu'il y a des déficits, des problèmes dans le traitement de l'information, notamment l'information visuelle et l'information auditive, et que c'est ces déficits dans le traitement de l'info qui génèrent en cascade des problèmes dans la communication sociale. Donc les auteurs ils se sont dit, s'il y a des problèmes pour traiter les informations visuelles et les informations auditives, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de ralentir les informations pour leur permettre de bénéficier de plus de temps? Donc ils ont développé un logiciel qu'on appelle Logéral, pour logiciel de ralentissement, qui était d'abord disponible en version informatique et ensuite ils l'ont développé en version application sur tablette. Et donc il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait des bénéfices à utiliser ce logiciel de ralentissement, donc un outil qui est utilisé sur un outil numérique. Je vous ai mis ici quelques exemples, mais il y en aurait plein d'autres. Globalement, les études elles sont faites à peu près toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on présente des stimuli visuels, auditifs. Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être des sons, etc. Et on va faire varier les vitesses de présentation. Il va y avoir des présentations de stimuli donc en vitesse normale, lente ou très lente, et on va observer en fonction des présentations de la vitesse de présentation s'il y a des différences dans les compétences des enfants ou des adultes avec TSA. Et globalement, dans les études, ce qu'on observe, c'est que quand les informations sont présentées en vitesse ralentie, il y a une meilleure reconnaissance des expressions faciales émotionnelles et non émotionnelles. Il y a de meilleures compétences en imitation, en attention. Il y a aussi de meilleures compréhensions de consignes, puisque les mots sont dits plus lentement. Les phrases, s'il y a une consigne en double consigne, du coup la deuxième partie de la consigne est mieux traitée. Il y a aussi une meilleure exploration du visage. On a plein d'éléments à ce sujet hier. Il semblerait que du coup, quand les informations sont présentées en vitesse ralentie, les personnes TSA arrivent mieux à explorer visuellement le visage du narrateur ou de la narratrice.
nous, c'est de se dire, on a un modèle théorique qui dit que les particularités sensorielles, elles sont à la base du TSA. Ensuite, ils ont essayé de cette base-là de proposer une solution pour aider ce public avec un logiciel de ralancement, donc le logiciel qui est proposé via un outil numérique. Donc globalement, est-ce que les outils numériques sont pertinents dans l'accompagnement de ce public-là? J'essaie de résumer un petit peu notre raisonnement théorique. Évidemment, il y a des limites aux études sur les outils numériques qui existent aujourd'hui. Globalement, c'est que les études ont des faibles échantillons. Aussi, il y a une surreprésentation dans les études des personnes avec TSA qui ont un quotient intellectuel moyen ou supérieur. Alors qu'on l'a revu encore à plusieurs reprises dans ce colloque, le TSA est souvent associé à une déficience intellectuelle et malheureusement, c'est une population qui peut être sous-présente dans ce type d'études. Il y a aussi assez peu d'études, il y en a, mais ce serait intéressant vraiment d'en faire davantage, sur l'utilisation d'outils spécifiques, donc c'est-à-dire des applications qui ont été, pas des applications tout venant que vous pouvez trouver sur vos différentes plateformes de téléchargement, mais vraiment des applications qui ont été conçues pour des personnes avec des besoins particuliers. Il y a assez peu d'études sur l'évaluation de l'efficacité de ces outils. Et enfin, il y a assez peu de comparaisons sur l'intérêt de cet outil numérique versus de l'outil dit traditionnel. Je vais développer après ce que l'on entend par traditionnel. Donc, globalement, avec tous ces éléments, on a eu un objectif. Ça a été d'évaluer les compétences des enfants donc en communication, en autonomie, en socialisation, qui était inclus donc, dans un premier groupe dit expérimental, c'est celui qui utilise la tablette avec les applications, versus un groupe contrôle qui va utiliser des outils dits traditionnels. En fait, traditionnel, on met dedans tout ce qui est utilisé habituellement dans le cadre des accompagnements, donc que ce soit les séquençages papier, les emplois du temps, les pictos, les jeux, etc. etc. Et donc, on a accompagné les enfants pendant des séances hebdomadaires durant une année et dans leur contexte écologique, c'est-à-dire dans leur établissement à leur service d'accueil. Ça, c'était vraiment un point fort de notre recherche. En tout cas, nous, on tenait vraiment à ce que ce soit fait comme ça, parce que l'idée, c'était de vraiment répondre à une problématique de terrain, à des questions des familles, des professionnels, et surtout d'essayer de faire en sorte, si l'intervention était efficace, qu'elle perdure dans le temps, et que donc du coup, on ne soit pas trop en décalé par rapport à la réalité de terrain, et que dès le début, les professionnels, les familles soient impliqués dans la recherche. Donc notre hypothèse, elle est assez simple. Imaginez donc après un an de travail, sur les compétences dans les 3 domaines que j'ai cités, les enfants avec TSA du groupe expérimental qui ont utilisé l'outil numérique allaient progresser significativement plus que ceux qui ont utilisé les outils dits traditionnels. Et donc ces progrès, comment est-ce qu'ils devaient se traduire? Par des performances qui étaient significativement plus élevées à partir des scores qu'on a obtenus à l'aide de la Weinand, donc AD0 au début de la recherche et AT1 un an après. Alors je passe rapidement sur cette diapo, mais pour vous dire que donc on a deux groupes de... Alors au total 43 enfants ont été accompagnés dans le cadre de cette étude, mais je fais un petit aparté là-dessus, je pense que c'est important. In fine, malheureusement, on a pu retenir que 22 enfants pour l'analyse des données. Et je rejoins du coup un petit peu aussi les propos de Marie-Hélène Plumet hier, évidemment l'importance de la recherche participative écologique. Il y a plein d'intérêt à ça, évidemment, mais c'est aussi, je trouve, extrêmement difficile. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il y a plein de contraintes institutionnelles. En laboratoire, on peut contrôler un certain nombre de choses, mais voilà, dans la vraie vie, l'enfant il peut être absent parce qu'il est malade, tout simplement. Les professionnels, il peut y avoir du turnover, il peut y avoir des niveaux variables d'implication, et une recherche de doctorat, c'est rigoureux, c'est laborieux, c'est contraignant. Et donc parfois on avait des taux de remplissage de fiches qui étaient un peu moins fréquents, donc forcément si on a un trou dans les données, après c'est compliqué de l'interpréter. Si l'enfant n'est pas présent, évidemment il va lui proposer la séance, etc. etc. Donc, voilà. Évidemment on a accompagné tous les enfants du début jusqu'à la fin de la recherche, mais pour l'analyse des données, on a dû faire un choix et entre guillemets sélectionner que des enfants pour lesquels on était sûr de la rigueur et la traçabilité des données. Donc, concrètement, comment on s'y est pris? On a donc un groupe expérimental qui a utilisé l'outil numérique dont je vous parlais, donc c'est l'outil qui est conçu par la société Auticiel, et les applications, c'est des applications Amucléo.
Il y a 10 applications qui permettent de travailler tout un tas de choses, l'autonomie, le repérage dans le temps, la reconnaissance des émotions, la communication, etc., etc. Et en parallèle, du coup, on avait un groupe contrôle qui a travaillé exactement la même chose, mais avec des outils dits traditionnels, donc c'est tous ceux que vous utilisez quotidiennement. Donc on a travaillé les 3 compétences, communication, autonomie, socialisation, à raison de 3 séances par semaine, et ce donc pendant une année. Et je vous le disais, on a évalué les enfants à T0 avec la Wayland et la carte aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, pour évaluer aussi le degré de sévérité d'autisme. Et on a évidemment refait cette évaluation à T1 après un an. Pour donner un petit exemple concrètement de ce qu'on a pu utiliser, au niveau de la communication, Odyssea a développé une application qui s'appelle l'application Voice. Alors pour faire simple, en gros, c'est la sorte texte version numérique. Et donc en parallèle, on a pu utiliser Classiflex ou Picto. Au niveau de l'autonomie, on a utilisé notamment, pas que, mais notamment l'application Séquence, qui, comme son nom l'indique, est une application qui permet de décomposer une tâche, une séquence étape par étape, et le versant papier en comparaison avec le groupe contrôle. Et par exemple, pour la socialisation, on a pu travailler sur des temps de jeu autour d'un puzzle. Donc il y a une application qui s'appelle Puzzle, et évidemment, on a utilisé des supports similaires avec des jeux classiques. Alors, au niveau des résultats, ce qu'on observe, c'est effectivement que notre hypothèse est confirmée, c'est-à-dire que les enfants qui ont travaillé avec l'outil numérique ont significativement plus progressé dans les domaines évalués, donc à la fois à la communication, à l'autonomie et à la socialisation, que les enfants qui ont travaillé avec l'outil dit traditionnel. Alors, c'est ce que vous observez sur la droite, les deux droites bleues. La bleue foncée représente le groupe expérimental et la droite claire le groupe contrôle. Par contre, on n'a pas vu d'effet au niveau de la classe. Au niveau du degré de sévérité de l'autisme, il n'y a pas eu d'effet. Un élément d'explication, ça pourrait peut-être venir du fait qu'avec la Wayland, on a un âge adaptatif, un âge de fonctionnement, et donc du coup, peut-être que cet âge-là est un peu plus sensible à varier sur une année, ce qui est peut-être moins le cas pour la classe. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas observé d'effet à ce niveau-là. Pour vous détailler un petit peu plus les résultats, ce que j'ai essayé de faire, et puis surtout vous montrer un petit peu concrètement comment on s'y est pris et comment on peut utiliser la tablette dans ce cadre-là, c'est de vous montrer des petites vignettes vidéo dans les 3 domaines de compétences qu'on a travaillé, et puis après d'essayer de vous donner quelques éléments de discussion qu'on peut partager et discuter ensemble après. Donc je vous le disais, la Wayland, on l'a utilisée à T0 à T1, et donc là, ce que je vais vous présenter un peu plus en détail, c'est les âges de fonctionnement adaptatif qu'on a observés, et donc les variations à T0 à T1 et la comparaison entre les deux groupes. Je passe rapidement, vous l'aurez si besoin. Donc en communication, ce qu'on a observé, c'est une moyenne des gains de 7 mois pour le groupe expérimental par rapport à 2 mois pour le groupe contrôle. Et l'étendue des gains était aussi un petit peu plus importante pour le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Je vous ai mis ici le détail. Je vous montre la vidéo et on discute après des petits éléments. Donc là, vous allez voir Pablo et ensuite un autre enfant, vous allez entendre l'éducatrice qui l'accompagne discuter et donc voir de séances de travail qui ont pu être proposées. En l'occurrence, là, Pablo il utilise l'application Voice et ensuite on parle de Maël qui utilise plutôt l'application Noam, pardon. Donc voilà, pour vous donner des mini-exemples du coup, de ce qui a pu être travaillé avec les jeunes. Mais là, il y a plusieurs choses intéressantes qui ont été dites dans ces exemples. La première, c'est Léna qui en parle, c'est le côté motivation. C'est-à-dire, il a entendu la synthèse vocale, ça l'a fait rire. Alors peut-être qu'on pourrait dire, mince, l'idée c'est pas qu'il rigole en séance, mais en fait si, parce que du coup il s'est dit, qu'est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qu'on me propose? En vrai, c'était vraiment un signe de plaisir chez lui. Et ça a renforcé sa motivation, son attention par rapport à l'outil. Donc évidemment, s'il est motivé, s'il est attentif, on peut imaginer que derrière ça favorise ses apprentissages. Ce qu'on a observé aussi, c'est évidemment l'intérêt de la synthèse vocale. Donc globalement, il peut y avoir des séances similaires qui ont été faites, mais au lieu que ce soit la tablette, c'était du support Picto par exemple, et puis votre accompagnement à vous, professionnel pour redire Cofico par exemple. Mais l'intérêt de la synthèse vocale, désolé pour vous, mais c'est que la synthèse vocale, elle peut être répétée à l'infini et elle est répétée toujours de la même façon. Donc si j'ai du mal à traiter une information et qu'en plus elle est répétée à plusieurs reprises, nous on aura beau faire tous les efforts du monde,
Si on dit 10 fois à la suite coquelicot, même si on fait tous les efforts, on dira 10 fois coquelicot d'une façon différente. Et donc pour favoriser la compréhension du mot, l'articulation, etc., on se rend compte que la synthèse vocale elle peut quand même avoir vraiment cet intérêt. L'autre chose aussi, c'est que la synthèse vocale, on peut la paramétrer. On peut choisir une vitesse lente. Et ça, c'est aussi intéressant, puisque comme je le disais en introduction, on sait que pour les personnes avec TSA, les informations elles vont trop vite. Et donc, ils ont du mal à les traiter, notamment les informations auditives. Avec la synthèse vocale, par contre, je peux ralentir les choses. C'est pareil, moi je sais que j'ai tendance à parler vite, j'essaie de faire des efforts pour parler doucement, mais rapidement, ça me rattrape, je parle plus vite qu'il le faudrait. La synthèse vocale, elle peut me permettre ça, et du coup permettre à la personne d'avoir plus de temps pour traiter l'information. L'autre chose aussi, c'est qu'on a observé que ça pouvait permettre de développer des compétences à la fois en communication expressive, en communication réceptive. Alors dans ce cadre-là, on n'est pas du tout allé sur un usage type classeur texte, déjà parce que les professionnels n'étaient pas forcément formés, parce que ce n'était pas forcément nécessaire par rapport aux besoins des jeunes qu'on accompagnait, et puis parce qu'on n'avait pas de temps d'utilisation nécessaire aussi au cours de la semaine. Mais là, plutôt d'imaginer comment on développe les compétences socles à la communication. Et l'exemple de Pablo, je trouve qu'il est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'il a un exercice, il doit discriminer, reconnaître pamplemousse ou frais, je ne sais plus, pardon. Et en fait, de lui-même, il va ajouter un élément à la conversation. Il dit, moi j'aime les fraises, c'est mon fruit préféré à la maison. Ça, c'est pas dans la consigne. Et du coup, de par ce support, il initie quelque chose, un échange avec son éducateur. Donc c'est aussi des compétences très intéressantes qu'on a observées dans ce cadre-là. Des effets aussi qui n'étaient pas forcément mesurés, qu'on n'attendait pas. Des enfants qui ont pu aller prendre des photos, du coup, parce que c'était leur tablette, c'était un outil vraiment individualisé à chaque jeune. Leur tablette, ils pouvaient l'emporter où ils voulaient. Ils prenaient des photos le week-end et puis ils revenaient le lundi matin et ils montraient à l'équipe ce qu'ils avaient pu faire, et vice-versa. Donc voilà, des aspects vraiment très intéressants dans les interactions. Au niveau de l'autonomie, pareil, des gains plus importants pour le groupe XP. Je vous passe les chiffres et je vais directement à la petite vignette clinique, ça se parlera peut-être davantage. Je m'appelle Myriam Aubuchon, je suis éducatrice spécialisée au sein de la mairie des Landes à Mont-de-Marsan. Et je suis un petit garçon qui s'appelle Noam et qui a pu participer à la recherche. L'objectif de travail pour Noam était d'arriver à exécuter une tâche en autonomie. Par des séquençages, on pouvait l'accompagner plus facilement. Et Noam a pu réaliser cette tâche du début à la fin, sans aide humaine, juste avec la tablette. On avait ciblé un objectif, c'était le lavage des mains en autonomie. Et pour ça, on a créé une séquence avec donc la tablette et avec le logiciel séquence, et où on a filmé des séquences du lavage de mains. Donc Mia, on lui faisait se laver les mains plusieurs fois par jour. On posait la tablette à côté du lavabo et elle suivait les étapes en même temps qu'on le faisait avec elle, en guidance totale, et puis petit à petit sans guidance, et uniquement avec la tablette. L'attrait de la tablette et du visuel, c'était beaucoup plus motivant que de la simple guidance physique ou du séquençage par pictogramme. Donc ça, c'était le gros point positif, c'est qu'on avait vraiment la motivation et l'attention de Mia pendant le lavage de mains. Là, si on essaie de synthétiser un peu finalement quel a été l'atout de cette tablette par rapport à l'outil traditionnel pour développer des compétences en autonomie, je pense que l'élément à retenir, c'est vraiment la modélisation vidéo. En fait, les enfants, quand ils devaient reproduire une étape et que cette étape était proposée en vidéo, ce qui est possible du coup avec cette application, il semblerait que du coup ça avait un effet plus important dans leurs apprentissages. Alors évidemment, il fallait s'assurer qu'ils étaient en mesure de pouvoir imiter, mais ça a été vraiment plus intéressant pour eux par rapport à l'enfant qui avait le même type de séquence avec la photo du geste à réaliser. Un exemple peut-être le lavage des mains. Pour certains enfants, c'était plus simple de savoir ce qui était attendu d'eux sur l'étape quand il y avait la vidéo de la main qui levait le robinet pour actionner l'eau. Pareil, qui baissait pour fermer l'eau. Ce geste-là sur une photo, forcément, on ne peut pas capter toutes les subtilités, et donc il semblerait que ça allait favoriser les apprentissages d'avoir la possibilité de présenter en vidéo. Et pour la socialisation, à nouveau, les résultats, c'est toujours sur la même dynamique. Il y a vraiment des étendues de gains qui sont plus importantes pour le groupe expérimental et une moyenne de gains qui est plus importante. Donc là, pareil, je vais vous montrer un petit peu comment on a pu travailler avec les jeunes.
Je dois traverser la route et qu'il y a un feu piéton. Je traverse lorsque le bonhomme est rouge. Je traverse lorsque le bonhomme est vert. Donc, dans le cadre de cette recherche, j'ai accompagné Benoît qui avait 14 ans. Donc, j'ai utilisé l'application Social Indice que j'ai donc personnalisée. Et donc, il y avait des choix multiples, il devait choisir la bonne réponse pour pouvoir acquérir au fil des séances le bon comportement à avoir. Ben, moi, je pense que c'est plutôt bien, que ça peut être une bonne expérience à retenir. Donc, moi, en plus, avec Benoît, on était vraiment bloqués sur le rasage sur table. Et c'est vrai que là, voilà, d'avoir un support ludique, plus après à le généraliser à l'extérieur, ça a quand même bien fonctionné pour Benoît. C'est une belle expérience. La remarque de la professionnelle, elle est intéressante et c'est quand même important à préciser, c'est-à-dire que, attention, je ne fais pas un discours à fond numérique, je dis que c'est un outil qui est dans notre boîte à outils et il fallait évaluer si cet outil était pertinent, donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de cette étude, mais on ne veut pas faire que du numérique, l'important c'est d'aller vraiment chercher dans tout ce qu'on a à disposition dans notre boîte à outils, ce qui est utile, ce qui est pertinent dans le cadre du projet d'accompagnement du jeune, et on varie tout ça. Alors effectivement, si on arrive à être un peu essoufflé là, sur les outils qu'on propose, et que le fait de sortir l'outil tablette, application, ça permet un renouveau et que ça favorise ne serait-ce que ponctuellement la motivation à travailler, c'est déjà super, et puis après si on se rend compte que c'est plus forcément si bénéfique, on repasse à autre chose. Voilà, l'idée c'est pas de faire que du numérique, il faut vraiment faire des choix éclairés sur les outils qu'on va sélectionner pour les accompagnements. Là peut-être le petit bémol en socialisation, c'est de dire qu'on a travaillé avec des enfants qui avaient les mêmes difficultés. Par exemple, si on travaille autour de rôles, autour d'un puzzle, les enfants travaillaient en paire, en binôme, donc 2 enfants TSA, et donc peut-être ça aurait pu être un peu plus pertinent, ça aurait permis de potentialiser un peu plus l'effet du numérique si on avait fait des binômes d'un enfant TSA avec un père non TSA, en tout cas qui n'a pas ces difficultés sociales-là, parce que du coup il aurait eu le rôle d'expert, de tuteur, et peut-être aurait permis à l'enfant de progresser davantage que les deux étaient sur la même difficulté. Donc peut-être si on avait travaillé quelque chose comme ça, on aurait observé des effets un petit peu plus importants. Donc pour terminer sur quelques éléments de discussion, il faut que je termine. Là l'idée c'était de dire que nous on a cherché à travailler la communication, donc vraiment pas comme un usage d'un classeur texte version numérique, mais vraiment déjà est-ce que cet outil est pertinent pour travailler les compétences soft, pour travailler le regard, pour travailler le pointage, pour travailler le tour de rôle, pour travailler la discrimination, voilà. Déjà c'était de se concentrer sur ces aspects-là, et donc évidemment pour choisir les objectifs de travail, on s'est basé sur l'évaluation à la Rayman, sur les items de la Rayman tout simplement, et on s'est basé sur ces items-là pour choisir ensuite les objectifs qu'on allait travailler. Et donc voilà, l'idée c'était de dire que effectivement les applications sur tablette c'est intéressant pour travailler la communication, mais déjà vraiment dans tous ces prérequis, il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que peut-être il y a ce raccourci qui est fait un peu vite quand on dit tablette, autisme, on imagine tout de suite un outil de communication alternative mais en version numérique. En fait avant d'aller là il y a déjà plein de petites choses qu'on peut travailler sur des outils, et donc nous c'est plutôt comme ça qu'on l'a envisagé en tout cas au niveau de la communication. Et donc pour terminer, en synthèse, ce qui est sûr qu'on a observé, c'est que la tablette, c'est un effet attractif, c'est un effet ludique, et donc ça favorise la motivation, l'attention des enfants à travailler, donc in fine leur apprentissage. Et ce qui a été le plus pertinent, je pense, par rapport à cet outil en particulier, c'est la personnalisation. C'est-à-dire que vous avez pu voir très rapidement dans les vignettes vidéo, chaque application est personnalisable, mais à la fois sur son interface. On peut choisir la taille des images, on peut choisir le fond d'interface, le texte, pas le texte, etc. Donc tout est vraiment adaptable, et donc ça offre vraiment une possibilité d'apprentissage qui est très variable. Et ensuite, on peut aussi tout personnaliser à l'intérieur de l'application. Donc tout est ajustable. Par exemple, si on prend les séquences, on peut créer les séquences du jeune avec lui en photo, ou alors pas lui, des pictos. Voilà, tout est ajustable. Le nombre d'étapes est adaptable à l'infini. On peut rajouter un timer si on le souhaite. Voilà, c'est vraiment un outil qui est intéressant pour ça, il me semble, c'est sa capacité à être personnalisé et à être plus proche des besoins de la personne. Peut-être que cette personnalisation peut être parfois un peu plus difficile avec les outils dits traditionnels qu'on utilise d'habitude. On a 20 questions maintenant.
question, est-ce que pour les outils traditionnels, les éducateurs et les jeunes ont eu la même motivation? Évidemment, vous allez me dire que non, mais est-ce que les éducateurs avaient la même motivation à utiliser les outils traditionnels quand ils ont vu les jeunes en situation? Alors, c'est une bonne question. J'avoue que je ne l'ai pas évaluée. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il fallait que notre protocole de recherche il soit au plus proche de la réalité de tous les jours. Donc, il fallait que l'objectif de travail qu'on allait observer dans le cadre de la recherche, il s'inscrive dans le projet personnalisé. Et donc, que cet objectif soit travaillé au moyen d'un outil traditionnel ou d'un outil numérique, peu importe, en fait, les professionnels devaient faire leur travail habituel dans le cadre du projet personnalisé. Donc, j'ose espérer qu'il y ait eu peu de différence sur la motivation, l'implication. Alors peut-être certains étaient aussi plus motivés. Alors attention, parce que certains étaient très motivés à utiliser la tablette, d'autres pas du tout. Donc il y a eu une formation aussi en amont, hein, évidemment, des professionnels à l'utilisation de cet outil. Mais voilà, l'idée c'est de dire qu'on devait être un peu plus proche de ce qui a été fait habituellement. Donc du coup, j'espère qu'il y a eu peut-être pas trop de différentes implications en fonction de l'outil qui a été utilisé. D'accord, merci beaucoup. En fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a une grande variabilité et des applications, des situations dans lesquelles ça a été utilisé, et aussi pour les outils traditionnels. Et je pense par exemple à la scène où le jeune se lavait les mains. Est-ce que par exemple, si on avait utilisé des marionnettes, une petite marionnette qui revient à chaque fois qu'on se lave les mains et pour étoffer les séquences, est-ce que ça n'aurait pas été aussi motivant, rigolo et c'est un petit peu le biais que j'observe dans cette étude, je me permets de le relever, c'est qu'il y a une grande variabilité de situations d'usage de l'application et des outils traditionnels. Je vous invite beaucoup volontiers à faire une recherche. Moi, je suis pour vérifier ça, je serais très intéressée, mais oui, bien sûr, alors je vous rejoins complètement sur le commentaire. Et puis Marie-Hélène Plumet l'a abordé un petit peu hier, c'est difficile aussi des fois de sélectionner les établissements, les services, parce qu'il y a une grande hétérogénéité dans la formation des professionnels, dans les interventions qui sont utilisées, dans les cadres, les taux d'encadrement, etc. Donc, de toute façon, ces biais-là, effectivement, il faut en être conscient, ils sont présents dans cette étude. Nous, l'angle qu'on a pris, ça a été de dire on veut être au plus proche de la réalité du terrain. La réalité, en tout cas chez nous, elle est celle-ci. Donc on a essayé d'intégrer la recherche là-dedans. C'est peut-être plutôt ça notre angle de vue. Donc effectivement, ça a des biais, il faut en avoir conscience. Merci beaucoup pour votre retour. Armelle Modiffer, orthophoniste. Moi, ma question est très pratique. À qui appartiennent les tablettes? Est-ce qu'elles vont à la maison? Qui se charge de les charger? Est-ce qu'il y a un référent par jeune pour pouvoir alimenter cette tablette? Enfin voilà, toutes ces questions très pratico-pratiques qui peuvent vite devenir difficiles. Il faut répondre à ces questions avant de se lancer, c'est clair. Là, le choix qui a été fait, ça a été de dire que c'est l'association porteuse de ce projet qui investit dans l'équipement numérique. Donc c'est la Ligue 64 qui a financé les tablettes. Et on a fait le choix de dire que comme c'était des tablettes individualisées, personnalisées pour chaque enfant, c'était la tablette de l'enfant. Donc évidemment, à la fin de la recherche, l'enfant a gardé sa tablette. Après la récupérer en disant la recherche est finie, merci. Donc évidemment, ils ont gardé leur tablette. Et pendant le temps de la recherche, on avait ce qu'on appelait des référents numériques. Donc suite aux formations, des professionnels qui avaient cette appétence aussi pour le numérique et qui du coup pouvaient guider leurs collègues tout le long de la recherche, étaient vraiment référencés comme étant un peu la ressource numérique et donc s'assurer de toutes ces questions-ci pratico-pratiques. Mais on avait la même chose pour les outils traditionnels. Voilà, un peu des référents professionnels qui étaient dans le cursus et qui du coup étaient ressources des collègues. Et par contre, pour terminer de répondre à votre question, la seule chose qu'on a cadrée dans le cadre de cette recherche, c'est de dire là on observe des tablettes utilisées dans le cadre institutionnel. Parce que si à ce moment-là, on intégrait le milieu familial, etc., à nouveau ça rajoutait de nouveaux biais, l'implication des familles, est-ce que c'est utilisé week-end par week-end, est-ce que ça va sur YouTube, est-ce que, bon, etc., etc. Et donc là, tout ça, on a mis de côté, on a dit par contre, pendant cette année de recherche, on n'utilise la tablette que dans l'établissement. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet un peu plus tard de faire ces études sur les outils de CA robustes
du coup en version traditionnelle et en version numérique? Alors, c'est pas le cas pour nous. Là, la continuité qui a été donnée à ce projet, c'était plutôt de continuer à essaimer l'outil de cette façon-là, c'est-à-dire que là, on s'était centré sur un public enfant. Maintenant, du coup, on a équipé d'autres établissements plutôt sur un public adulte, sur le secteur travail, voilà, mais en gardant à peu près le même format. Mais je vous rejoins, ce serait une étude qui serait aussi tout à fait intéressante. Alors, je n'ai pas à ma connaissance peut-être de projets similaires qui seraient en cours, mais peut-être que mes collègues universitaires peuvent compléter l'info, mais ouais, ce serait pertinent tout à fait. Bonjour, je m'appelle Théa Marielle, je suis en Master 2 de psychologie et développement à l'Université de Brest et ça du coup à l'ENIA au Geneva. Alors déjà, je vous remercie pour votre intervention très intéressante et je voulais vous demander s'il serait possible de revenir sur l'une des premières diapositives qui parlait de la perception du traitement de l'information de manière générale. C'est pour regarder la bibliographie, s'il vous plaît. C'est là quoi. Après, de toute façon, je pense que vous aurez le diapo si vous voulez prendre des références. Toute dernière, sur la fonction de demande, est-ce que vous avez des chiffres intéressants? Est-ce qu'il y en a plus avec un outil numérique qu'avec un outil traditionnel? Alors justement, un peu volontairement, on a choisi de ne pas aller regarder ça en particulier. Parce que dans les études, dans la littérature, c'est beaucoup cette compétence-là qui est étudiée. Il y a aussi des références théoriques là-dessus que je pourrais vous envoyer si vous voulez. C'est souvent, pas la seule, il ne faut pas exagérer, mais c'est quand même, en tout cas de prime abord, cette compétence qui est regardée. Et donc du coup, nous on s'est dit, on va essayer d'avoir un regard un peu différent, d'aller voir les autres compétences socle à la communication qui peuvent être travaillées. Donc je n'ai pas ce chiffre-là en particulier, non. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi.